Bonjour, je m'appelle Loubna Skadi, ingénieure au service support. Je vais vous présenter aujourd'hui le sujet qui est comment gérer les pics de résultats sur les éléments surfaciques dans CI Engineer. Le webinaire va être enregistré et je vous enverrai à la fin la vidéo, le lien vers la vidéo qui sera enregistrée. J'enverrai le lien vers les différents participants au webinaire. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les écrire dans le chat et j'essaierai d'y répondre à la fin de la présentation. Donc, je vais utiliser un support via des slides et puis des exemples live dans CI Engineer pour illustrer les différents exemples. Voici le sommaire. Nous allons voir une description du problème, les conséquences possibles de ces pics de résultats, les solutions que vous pouvez mettre en place à l'aide de CI Engineer. Nous verrons ensuite une comparaison des résultats obtenus avec les différentes solutions proposées et enfin une conclusion. D'où vient le problème des pics de résultats dans un calcul élément fini? Donc, tout d'abord, il faut préciser que tous les calculs que vous faites dans CI Engineer, en termes d'analyse, sont des calculs qui sont basés sur un modèle aux éléments finis. C'est ce qui va faire que dans certaines situations, vous allez voir ce qu'on appelle des pics de résultats ou des valeurs très très fortes à certains endroits. C'est ce qu'on appelle également des singularités. Donc, ce sont des points singuliers où on va avoir des valeurs qui sont très grandes, mais en fait, théoriquement, ce sont des valeurs infinies. Vous allez remarquer que plus vous allez raffiner le maillage, plus ces valeurs vont tendre vers une valeur infinie. Donc ça, c'est tout à fait normal d'obtenir ce type de résultat. Ce sont des points où la solution n'est pas définie. Donc, il y a deux choses. Soit on peut les ignorer, ces zones-là, soit on peut faire ce qu'on appelle un lissage. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Donc, ces singularités ne sont pas dues à des erreurs de calcul, ni à des erreurs du logiciel dans l'application de la théorie. C'est lié directement à la théorie elle-même. Donc typiquement, le cas le plus courant, surtout pour les personnes qui font du bâtiment, c'est de constater ces pics au droit des appuis ponctuels. Donc par exemple, une plaque sur un appui nodal ou une plaque sur des éléments type poteau filaire. Ou également des appuis type linéaire sur le bord d'un appui de voile, par exemple. Donc là, on va constater des pics de résultats qui vont apparaître au niveau des résultats des plaques. Donc là, un exemple, on a par exemple un radier sur pieux de fondation. Au niveau des appuis des pieux qui sont modélisés comme des éléments filaires barres, là, on va constater en fait une valeur qui va représenter un pic, donc localisé dans une zone au niveau de l'appui. Je vais ouvrir directement cet exemple dans CI Engineer. Cela est dû au fait donc à la simplification théorique qui veut que le calcul il est effectué pour du filaire et du surfacique. Donc le modèle qui est analysé en éléments finis, c'est celui que vous voyez là. Donc c'est une surface appuyée sur des éléments filaires et donc on obtient des appuis ponctuels. Donc il ne faut pas se fier à cette représentation qui est simplement le rendu de la structure. Ce que nous on calcule effectivement, c'est simplement le filaire et le surfacique. Donc en termes de résultats, si je regarde, tous les résultats qu'on va comparer seront des résultats de contrainte pour ces exemples-là, pour avoir à chaque fois
la même base de comparaison. Donc par exemple, la valeur de contrainte dans la direction X en fibre supérieure. Là, vous voyez clairement apparaître le pic de résultat avec une contrainte max au niveau de l'appui. Donc on va obtenir le même résultat si on a par exemple une dalle qui est appuyée sur simplement un appui nodal comme ici. Et donc de la même manière, si je regarde au niveau de la contrainte, sigma x toujours, je vois apparaître clairement un pic ou une singularité au niveau de l'appui. Donc les conséquences possibles de ce résultat, c'est d'obtenir en fait un dimensionnement non réaliste. C'est-à-dire qu'on va tenir d'une valeur qui est très très grande et on va faire un dimensionnement, que ce soit au niveau du ferraillage par exemple pour des éléments béton ou de l'acier si on considère une limite de contrainte. On va tenir compte de valeurs qui sont très très grandes et qui ne représentent en fait pas la réalité dans la façon dont on va dimensionner. Donc, on va dimensionner également de façon non économique en mettant plus de matière ou de ferraillage que nécessaire au niveau de ces points singuliers. Dans le cas du béton, comme je disais, on va avoir trop de ferraillage. Et dans certains cas, comme on va le voir, et comme vous avez dû le constater aussi en faisant des projets béton dans CIengineer, on n'arrive même pas à calculer le ferraillage. C'est-à-dire que la valeur d'effort est tellement grande qu'on n'arrive pas à mettre assez de ferraillage dans la section qu'on veut dimensionner. Donc je reprends toujours mon exemple avec les pieux de fondation. Ici, si je passe à l'autre menu qui est le menu béton pour calculer le ferraillage, nous allons voir clairement qu'on va obtenir des valeurs très très élevées de ferraillage nécessaires dans ces zones d'appui. Vous voyez quelques étiquettes ici avec la lettre W qui vont apparaître. Il s'agit des warnings, donc des avertissements qui sont affichés par le logiciel. Il s'agit d'avertissements simplement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une erreur de calcul, c'est juste pour vous indiquer certaines choses au niveau de la façon dont on a calculé le ferraillage. Typiquement, ça peut être une remarque comme quoi le ferraillage minimum a été utilisé au niveau de ce nœud de maillage. Et cette indication, je peux la voir clairement en cliquant ici sur « Imprimer la légende des erreurs et des avertissements ». Et puis en affichant l'aperçu, donc la sortie sous forme de tableau. Donc ces warning W correspondent à ce tableau-là. Donc le warning 200 par exemple nous dit que le ferraillage de cisaillement n'est pas nécessaire. Donc ça c'est les warnings. Je peux également avoir des erreurs comme on va le voir dans l'autre exemple. Et là il s'agit d'erreurs que je peux pas, qu'il faut bien prendre en compte parce que c'est une erreur liée à un problème de calcul. Donc graphiquement, je peux également ne pas afficher ces warnings ou ces erreurs également. Ça permet d'avoir une sortie graphique plus nette, plus propre. Et puis là, je peux voir donc au niveau de la zone d'appui toujours une valeur de ferraillage qui est très très grande. Donc qui forcément n'est pas très réaliste à ce niveau-là. Donc comme je disais, dans d'autres cas, ce qui va arriver, c'est que j'aurai carrément une erreur au niveau de l'appui. Et donc vous allez voir, comme vous le voyez ici sur ma présentation,
une petite zone qui est en blanc, donc où aucun calcul n'a été effectué. C'est-à-dire que le logiciel n'a pas pu calculer un ferraillage au niveau de cette zone-là, et l'erreur qui va avec, c'est en fait l'erreur numéro 9, qui est celle-ci. Donc vous voyez le E9 qui s'affiche au niveau des différents carrés de maillage. Et si je reprends l'exemple d'ancien engineer, donc là, je vais dans le menu béton. Calcul de ferraillage. Donc vous voyez déjà à la fin du calcul une fenêtre qui vous indique qu'il y a 4 erreurs dans le calcul. Et puis à ce moment-là, je peux également cliquer sur afficher les erreurs. Et vous voyez apparaître clairement l'erreur 9. Et comme je disais, si vous voulez voir à quoi cela correspond, vous cliquez sur afficher afficher les erreurs, et puis vous affichez l'aperçu. Je ne vais pas cocher la bonne option, donc c'est bien imprimer la légende des erreurs et des avertissements. Et au niveau de l'aperçu, vous pouvez lire donc à quoi correspond l'erreur 9, qui est section non dimensionnable pour plusieurs raisons. Plus d'une des conditions de non-dimensionnalité sont remplies. Donc là, simplement, le logiciel n'est pas arrivé à calculer le ferraillage étant donné la très haute valeur d'effort dans ces éléments de maillage. Donc voilà typiquement les situations dans lesquelles auxquelles vous allez être confronté. Donc maintenant, on va voir les solutions possibles pour éviter ce genre de problème. Donc il y a plusieurs solutions que vous pouvez mettre en œuvre. Vous pouvez utiliser une valeur moyenne sur une coupe, donc en ayant dessiné d'abord une coupe sur la surface, puis en utilisant l'option valeur moyenne. Il y a également les bandes de lissage qui permettent de lisser sur une certaine zone. Vous pouvez créer des sous-régions avec une épaisseur différente pour modifier localement la rigidité de votre dalle, de votre plaque. Vous pouvez également créer une sous-région sur appui linéaire ou une sous-région sur un appui surfacique, une sous-région avec des bras rigides ou une ouverture avec des bras rigides. Alors on va voir par la suite un exemple pour chaque solution proposée. Et puis dans le détail comment l'utiliser dans CEngineer. Donc première possibilité, c'est de dessiner une coupe dans une surface. Donc je vais le montrer directement dans l'exemple. Donc pour créer une coupe, vous allez dans le menu résultat et vous avez sous le résultat de surface, vous avez une option qui est coupe dans une surface. Donc une coupe est définie par deux propriétés. C'est la direction dans laquelle on va dessiner le résultat. Ici, je peux le laisser perpendiculaire à l'élément. Donc ça, c'est pas la direction de la coupe, mais bien juste le plan dans lequel je vais dessiner le résultat de la coupe. Le plan de coupe lui-même, il est défini plutôt par cette deuxième option qui est direction de la coupe. Et là, je peux le laisser sur 0,01, c'est-à-dire par rapport au repère global X, Y, Z, je vais couper dans la direction Z, donc en prenant 1 sur Z. Donc je valide et je viens dessiner ma coupe. Je vais lui donner en fait la largeur de mon poteau. On va considérer ici qu'on a un poteau qui fait 400 mm x 400 mm. Simplement, avant de dessiner ma coupe, je vais déplacer mon repère pour le mettre ici. Comme ça, au niveau de la définition des coordonnées, ça sera plus simple. Donc, au niveau de la ligne de commande, je peux définir les coordonnées.
ça sera moins 0,2 et 0, et 0 pour le premier point. Et le deuxième point, ce sera 0,2 et 0. Donc, une fois que j'ai dessiné la coupe, je peux retourner ici dans le menu résultat au niveau de contraintes. Vous avez une option au niveau des résultats, que ce soit les déplacements, les efforts ou les contraintes dans les surfaces, qui est l'option coupe, qui vous permet d'afficher un résultat suivant une coupe. Donc, je vais garder le diagramme sur précis, puis je régénère. Donc, vous allez voir que le résultat standard, c'est-à-dire le résultat au niveau des éléments de maillage, la cartographie des résultats en termes de maillage, elle donne 29,8 mégapascales. Donc, c'est bien la même chose que je vais retrouver au niveau du diagramme de la coupe, donc 29,8. Maintenant, si je veux calculer une moyenne sur cette coupe, je vais passer sur diagramme uniforme. Et là, j'obtiens une moyenne sur les résultats de cette coupe. Donc, je vais passer à 23,7 mégapascales au lieu des 29,8 que j'avais avant. Donc, avec l'option de coupe, je peux en fait calculer une moyenne sur une certaine largeur de la coupe que j'ai dessinée. Ça permet de réduire les pics, mais si j'ai affaire par exemple au dimensionnement du ferraillage, là je ne pourrais pas utiliser ce résultat de moyenne au niveau du calcul de ferraillage. Donc c'est une solution qui me permet de calculer une moyenne, mais seulement pour les valeurs d'effort ou de contrainte. Après, je ne peux pas l'utiliser dans le calcul du ferraillage lui-même. Je vais passer à la deuxième solution qui consiste à définir une bande de lissage. Donc la question qui se pose surtout, c'est quelle est la largeur que je vais utiliser pour ma bande de lissage. Donc ce que vous pouvez prendre, c'est un angle de diffusion qui est à 45 degrés, comme vous voyez ici sur le schéma. Donc ce qui revient à prendre une bande qui a cette largeur que vous voyez, qui va de ce point-ci à celui-là, et qui va correspondre en fait à l'épaisseur du poteau plus l'épaisseur de la dalle. Ensuite, quelque chose qui est très très important quand vous allez utiliser une bande de lissage et qui peut induire des imprécisions dans le calcul, c'est de bien vérifier qu'à l'intérieur de votre zone de lissage ou de votre bande de lissage, vous avez assez d'éléments finis pour le calcul. Parce que le calcul de lissage, il sera fait à partir des éléments de maillage que vous avez à l'intérieur de la bande. Donc si vous avez un maillage qui est trop grossier, là on ne pourra pas calculer de moyenne parce qu'à l'intérieur de la bande, il y aura juste une seule valeur qui est calculée. Donc pour être sûr d'avoir un bon maillage, ce qu'on peut faire également, c'est de définir des lignes internes qui correspondent au bord de votre bande de lissage. Et ces lignes internes vont en fait correspondre donc au bord, ce qui va faire que le maillage il va d'abord partir du bord vers l'intérieur et donc on aura un maillage suffisant à l'intérieur de la bande de lissage. Donc, on va voir ça dans un exemple. Donc pour dessiner votre bande de lissage, vous pouvez aller dans le menu résultat, surface, puis bande de lissage. Ici, elle est déjà définie. On peut voir les propriétés qui ont été prises. Donc la largeur, comme je disais, c'est la somme de la largeur du poteau plus la hauteur de la dalle. Ici, ça fait, on a pris un poteau qui fait 400 mm plus la largeur de la dalle qui fait 250, ce qui donne 650 mm.
En termes d'introduction, la bande de lissage elle peut être introduite avec le type point, c'est-à-dire c'est autour d'un point, et on va définir une largeur et une longueur comme ici. Donc j'ai pris la même valeur dans les deux sens, ce qui donne un carré. Ça peut être aussi défini comme étant une bande, et dans ce cas-là, vous donnez la largeur de la bande et ensuite vous dessinez la longueur de la bande graphiquement. Donc là, on a utilisé l'option point. Vous avez également l'option direction qui permet donc de faire le lissage soit dans une direction, soit dans l'autre, soit dans les deux. Donc si vous choisissez par exemple la direction de lissage longitudinale, c'est-à-dire qu'on va calculer le lissage que pour les valeurs des forêts de contrainte dans la direction X par exemple. Transversale, ça sera que la direction Y, et les deux, ça sera le lissage dans les deux directions des forêts de contrainte. L'option aucun, ça veut dire que si vous introduisez une bande de lissage avec aucun, il n'y aura pas de lissage du tout, simplement. Donc là, j'ai ma bande qui est déjà définie. Et puis, comme vous le voyez ici, vous avez également, on a défini des lignes internes qui correspondent au bord de la bande de lissage pour forcer, en fait, comme je disais, le maillage, pour qu'il soit sur le bord de la bande et qu'on ait un maillage assez fin à l'intérieur de la bande de lissage. Donc, si je veux voir mon maillage, je peux le faire via le menu structure, maillage, via la configuration du dessin. Et vous voyez ici donc le maillage qui est utilisé. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'il y ait assez d'éléments de maillage à l'intérieur de votre zone de lissage. Je peux cacher encore une fois le maillage. Et puis en termes de résultats, on va voir au niveau des contraintes les valeurs. D'abord, sans lissage, il faut faire très attention aussi à ces options au niveau des résultats que vous affichez, parce que même en ayant dessiné une bande de lissage, si l'option lissage des pointes au niveau du résultat que vous regardez n'est pas activée, c'est le résultat initial qui est affiché comme ici. Donc là, on va toujours voir notre pic de résultat qui monte à 38,2 mégapascales. Donc après, lorsque je vais activer l'option lissage des pointes, ici vous voyez cette valeur qui va descendre à 19,1. Et vous voyez bien une valeur plutôt constante sur cette zone-là. Donc, ce qui veut dire que le lissage a bien été pris en compte. Maintenant, ce lissage, je peux l'utiliser également pour calculer mon ferraillage. Donc, je vais passer dans le menu béton. Calcul ferraillage. Donc là, c'est le résultat au niveau du ferraillage et toujours quelque chose qui est important, comme je disais, c'est quand vous affichez un résultat, que ce soit au niveau des efforts ou du ferraillage, là, il faut toujours faire attention à bien cocher l'option lissage des pointes. Autrement, le résultat, il n'est pas du tout lissé. Donc, si j'enlève lissage des pointes, je peux voir le résultat pur, c'est-à-dire avec les pics de contrainte. Donc toujours avec les erreurs, et ici, comme tout à l'heure, on voit que le ferraillage n'a pas du tout été calculé au niveau de cette zone. Et puis une valeur de ferraillage un peu plus loin qui monte à 4144 mm² par mètre. Maintenant, si je coche lissage des pointes, vous voyez la valeur de ferraillage qui va descendre à 3780
97 mm² par mètre. Voilà tout à propos de la bande de lissage. Trois choses à considérer: la taille de la zone de lissage, bien faire attention à ce que vous ayez assez d'éléments de maillage à l'intérieur de la bande de lissage, et puis ne pas oublier d'activer l'option lissage des pointes au niveau des résultats pour pouvoir obtenir le résultat lissé. Donc on va passer à la solution suivante. Donc la solution suivante consiste à définir une sous-région avec une épaisseur différente. Donc la sous-région, c'est une zone de la dalle sur laquelle je peux faire varier mon épaisseur et sur laquelle je peux faire varier aussi d'autres propriétés mécaniques de la dalle, comme on va le voir. Je passe directement sur l'exemple. Donc pour dessiner une sous-région, il faut retourner dans le menu structure, sous éléments 2D, composants 2D, vous avez ici l'option sous-région. Donc comme je disais, vous pouvez en fait modifier différents éléments de votre dalle localement, comme par exemple le matériau et l'épaisseur, et puis aussi créer une excentricité localement. Donc là, on va garder le même matériau. On va prendre par exemple le double de l'épaisseur de la dalle. FC 250, je vais prendre 500 mm. Et puis la taille de la sous-région, ça sera en fait la valeur de l'épaisseur de mon poteau, donc lié 400 x 400. Donc je vais la dessiner à partir d'un rectangle. Et le premier point, ce sera moins 0,2, moins 0,2. Le deuxième point, ce sera 0,2 et 0,2. Donc là, ma sous-région est définie. Si vous affichez le rendu de votre structure, vous voyez bien que localement, vous avez un petit élément qui fait une épaisseur de 500 au lieu de 250. Donc si je recalcule le projet, parce que les résultats vont disparaître maintenant que j'ai fait une modification. Je vais alors retourner dans le menu résultat et afficher toujours le même résultat qui est la contrainte sigma x plus. Donc, contrainte. Donc vous voyez ici qu'on descend à une valeur de 22,4. Je peux enlever aussi le résultat sur la coupe, ce n'est plus nécessaire. Donc dans la zone de la sous-région, je vais par contre avoir des valeurs très très faibles de contrainte. Vous voyez les couleurs qui correspondent à des valeurs très faibles au niveau de l'échelle. Donc si je veux dimensionner avec cette sous-région, ce qu'il faut que je considère au niveau de la sous-région elle-même, c'est cette valeur max qui va être affichée sur le bord en fait. C'est la valeur de 22,4 qu'il faut en fait utiliser à l'intérieur de la sous-région elle-même. Donc là, en valeur initiale, je pense qu'on était autour de 30 mégapascales et on a réduit à 22,4 la valeur de contrainte. Et comme je disais, je peux toujours modifier les caractéristiques du matériau ou bien augmenter plus l'épaisseur de la sous-région elle-même pour avoir quelque chose de plus rigide et réduire encore plus les valeurs de contrainte.
Donc je vais passer dans le menu béton pour calculer le ferraillage. Et là, j'ai quand même en fait une valeur de ferraillage qui est assez élevée, qui est de 6900 mm² par mètre. Donc là, par rapport au résultat que j'obtiens ou qu'on a vu tout à l'heure avec la bande de lissage, j'ai quelque chose d'un peu moins intéressant avec la sous-région. Mais comme je disais, je peux toujours prendre une sous-région avec des caractéristiques de rigidité plus élevées pour réduire un peu plus les valeurs de ferraillage également. Alors, une autre façon de faire, c'est de considérer en fait la même sous-région, mais cette fois-ci avec des appuis linéaires. Donc, ce qui va faire en fait une région qui sera plus rigide par rapport à ce qu'on vient de définir ici. Et plus réaliste aussi par rapport au modèle. Donc, je reprends toujours le même exemple. Je vais supprimer l'appui. Et je vais revenir dans le menu structure pour pouvoir rajouter des appuis type linéaire sur le bord de la sous-région. Donc pour les appuis linéaires, c'est dans structure, données de modèle, appui, et puis répartis sur un bord. On va prendre des appuis rotulés, et puis sélectionner les bords de la sous-région. Je reprends encore une fois le calcul, comme j'ai fait une modification dans ma structure. Et je retourne dans le menu résultat. Donc, contrainte. Donc là, j'ai une contrainte qui a 19,5 mégapascal. Donc, encore un peu moins que ce que j'avais obtenu tout à l'heure avec la sous-région sur appui ponctuel. Et toujours le même principe, c'est qu'à l'intérieur de la sous-région, j'ai des valeurs très très faibles. Mais si je veux considérer les valeurs à l'intérieur de la sous-région, en fait, il faut prendre la valeur qui est juste sur le bord, qui est de 19,5 mégapascal. Encore une fois, le calcul du ferraillage dans le menu béton. Dimensionnement. Donc là, on est sur une valeur de ferraillage de 7800 mm² par mètre, ce qui est encore un peu élevé par rapport au résultat aussi que j'avais obtenu avec la bande de lissage. Une autre solution maintenant, c'est toujours avec la sous-région, mais cette fois-ci, on va simuler le poteau par un appui type surfacique, donc qui est encore plus réaliste que les deux modèles qu'on vient de voir. Donc on va mettre un appui surfacique sur toute la surface de la sous-région. Pour calculer sa rigidité, on peut la déduire à partir des propriétés du poteau. Donc le C1Z qui est la propriété du sol, comme on va le voir dans C-Engineer, qui est la rigidité dans la direction Z, va être calculé à partir du module Young divisé par la hauteur du poteau, ce qui me donne une valeur de... donc le module Young, c'est une valeur que je peux voir dans la bibliothèque des matériaux de C-Engineer, divisé par une hauteur de 3 mètres de poteau par exemple, ce qui me donne la valeur de 10 933 méganewtons par mètre carré que je peux introduire directement dans les propriétés de sol de C-Engineer. Donc si je reprends encore une fois mon exemple, je supprime mes appuis.
Je vais dans le menu structure encore une fois. Juste faire attention en fait lorsque vous voulez utiliser les appuis type linéaire ou les appuis type sol. Il y a quelques paramètres à bien définir dans le menu projet. Il s'agit du niveau du projet. Il doit bien être sur avancé. Si le menu du projet, si le niveau du projet n'est pas sur avancé, vous n'allez pas voir apparaître ces différentes fonctionnalités. Et puis, si en plus vous voulez utiliser l'option de sol, dans les fonctionnalités, il faut bien activer le sol de fondation. Donc, une fois que c'est fait, vous retournez dans le menu structure. Vous choisissez dans données de modèle, appui sur Facic. Et dans le sol lui-même, vous allez définir en fait différentes rigidités. Donc la plus importante ici dans notre cas, c'est la rigidité verticale, donc la rigidité en Z, qui est définie en méganewton par mètre carré. Donc c'est celle qu'on vient de calculer ici, que j'ai introduit. Vous avez les deux autres rigidités qui sont le C1X et le C1Y. Ça, c'est les rigidités horizontales, donc dans la direction X et Y. Comme règle, on peut prendre 10% de la rigidité verticale, donc de la rigidité en Z. Donc je prends la même valeur que je multiplie par 0,1. Et puis il y a les valeurs C2X et C2Y. Ça, c'est des valeurs de rigidité qui tiennent compte de la cohésion du sol. Donc dans le cas d'un sol, ici, nous n'avons pas d'utilité, donc je mets les deux valeurs sur 0 simplement. Donc en validant, je viens insérer mon sol au niveau de ma sous-région. Et puis, je relance encore une fois le calcul. Donc dans le menu résultat, j'affiche encore une fois la valeur de contrainte. Donc là, j'ai une contrainte qui est de 22,3 mégapascales. Donc toujours plus intéressant que les 30 mégapascales qu'on avait au début. Et le calcul du ferraillage dans le menu béton. Dimensionnement. Donc là, j'ai une valeur de ferraillage de 4575 mm² par mètre. Donc il y a une valeur encore plus réaliste que ce que j'avais avant dans les deux autres modèles avec la sous-région où j'étais encore sur des valeurs de 7000 mm² par mètre. Et je me rapproche aussi un peu du résultat obtenu avec l'option de lissage, avec la bande de lissage. Alors, encore une autre possibilité, c'est de faire une sous-région cette fois-ci, mais avec des bras rigides. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des bras rigides, ce sont en fait des éléments qui permettent de transférer la valeur de translation et de rotation d'un nœud vers un autre nœud. Donc, c'est le nœud maître puis le nœud esclave, ou bien d'un nœud vers un bord. Donc, je vais illustrer ça encore une fois directement dans un exemple. Donc cette fois-ci, on va revenir sur l'appui type appui nodal. Donc je supprime l'appui sur Facic. Pour pouvoir refaire un appui nodal, il me faut un nœud interne au niveau de la dalle. Donc tout ça se définit dans le menu structure. Donc je retourne dans le menu structure. Sous élément 2D, puis composant 2D, ici vous avez nœud interne.
puis vous rajoutez un nœud ici au milieu de la dalle. Une fois que j'ai mon nœud interne, je peux alors redéfinir un appui type nodal. Donc, je vais remettre ici également l'épaisseur de la sous-région sur 250. Et pour définir des bras rigides, donc c'est toujours dans le menu structure, données de modèle. Vous avez deux types de bras rigides, comme je disais tout à l'heure. Donc, les bras rigides de nœud à nœud, donc c'est le bras rigide simple ici, et le bras rigide linéique, c'est-à-dire qu'il va relier le déplacement et la rotation d'un nœud vers un bord. Donc, pareil, ces deux options, il faut faire attention, elles n'apparaissent que dans un projet qui est défini comme un projet avancé. Donc, toujours au niveau de la fenêtre des paramètres de projet, il faut sélectionner le type de projet comme avancé pour pouvoir utiliser ce type de fonctionnalité. Donc, je prends bras rigide linéique. Donc, le nœud maître, c'est mon nœud au milieu. Et puis, je sélectionne mes bords. Je relance encore une fois le calcul. Et je retourne dans le menu résultat pour afficher la valeur de mes contraintes. Donc là, j'ai une contrainte qui est à 20,6 mégapascal. Donc je suis toujours sur plus ou moins la même valeur de contrainte par rapport à la contrainte initiale qui était autour de 30 mégapascal. Et toujours le même principe qui consiste à tenir compte plutôt des valeurs qui sont à l'extérieur de la sous-région, puisque à l'intérieur, j'ai eu des valeurs vraiment très très faibles. Et si je vais dans le menu béton, je pourrais calculer mon ferraillage. Et là, je suis sur une valeur de ferraillage qui est sur 4104 mm² par mètre, ce qui correspond à une valeur assez intéressante par rapport à ce qu'on avait avant. Alors, la dernière solution consiste à faire en fait la même chose, mais au lieu de considérer une sous-région, cette fois-ci, on va juste considérer une ouverture, c'est-à-dire du vide au niveau de l'appui. Donc, je vais simplement remplacer la sous-région par une ouverture. Donc, pour définir une ouverture, c'est toujours dans le menu structure, composant 2D, vous avez ouverture dans une dalle. Donc, je vais commencer par supprimer ma sous-région. Je dessine mon ouverture toujours avec les mêmes dimensions, donc les dimensions du poteau qui étaient 400 mm x 400 mm. Et je fais avec les coordonnées. Donc ça fait moins 0,2 moins 0,2 et 0,2 0,2. Donc une ouverture, en fait, ça permet de dessiner du vide au niveau de la dalle. Donc vous voyez, on a enlevé du matériau à ce niveau-là. Et de la même manière, je vais encore définir des bras rigides linéiques. Donc qui vont du nœud maître, qui est le nœud de l'appui, vers les bords de mon ouverture. Comme ceci. Et je relance un calcul.
Donc, je retourne encore une fois dans le menu résultats et j'affiche mes contraintes. Donc là, je suis toujours à plus ou moins la même valeur de lissage qui est de 19,9 mégapascal. Et au niveau du ferraillage, donc là le ferraillage qu'on va considérer au niveau du vide qu'on vient de dessiner ou de la zone d'ouverture, ça sera le ferraillage qui sera juste à proximité de l'ouverture. Donc ce sera la valeur de 4100 qui correspond plus ou moins à la même valeur qu'on a obtenue avec les bras rigides plus sous-région. Donc ce sont des résultats plus ou moins similaires. Donc pour comparer un peu tous les résultats qu'on vient d'obtenir, on va voir un tableau comparatif avec les différentes solutions qu'on vient de tester. Le résultat théorique, donc comme on a vu, c'est une valeur qui tend vers l'infini, que ce soit en termes de contraintes ou de calcul de ferraillage. Si on considère le résultat d'ancien ingénieur sans calculer de moyenne, on était à une valeur de contrainte de 29,8 mégapascal et avec l'impossibilité de calculer du ferraillage. Avec une coupe sur la largeur du poteau, on arrive à calculer une moyenne sur la coupe, donc qui donne une valeur de contrainte de 23,7 mégapascal. Mais dans ce cas-là, on ne sait pas d'ancien ingénieur calculer le ferraillage suivant la coupe avec une moyenne. Donc ça permet de calculer la moyenne sur les efforts, mais pas de calculer le ferraillage. Avec une bande de lissage, on arrive à un lissage de 19,1 mégapascal sur la contrainte et puis un ferraillage de 3797 mm² par mètre. Maintenant, avec une sous-région qui fait le double de l'épaisseur, comme on a vu de la dalle, on réduit la contrainte à 22,4 mégapascal, mais le ferraillage reste quand même assez élevé. Il est de 6990 mm² par mètre. Pour rendre la sous-région, comme on a vu, un peu plus rigide ou plus réaliste en termes de modélisation, on peut rajouter soit des appuis linéaires sur le bord, soit une sous-région type appui surfacique ou des bras rigides. Dans ce cas-là, la contrainte est plus ou moins la même, mais on arrive à réduire la valeur de ferraillage, donc qui est dans un cas ou dans l'autre, soit 4000, soit 3000, ou encore une fois 4000 mm² par mètre. Donc un équivalent à la sous-région avec bras rigide, c'est l'ouverture avec bras rigide qui donne sensiblement le même résultat, donc avec une contrainte de 19,9 mégapascal et un calcul de ferraillage de 4101 mm² par mètre. Donc, en conclusion, par rapport à tout ce qu'on a vu pendant cette présentation, il est tout à fait normal d'obtenir des pics de résultats lorsqu'on fait un calcul sur la base de la théorie des éléments finis. Donc, c'est ce qui se passe également dans CI Engineer. Mais dans ce cas-là, on peut mettre en place plusieurs solutions que l'on vient de voir. La question qui se pose, c'est donc quelle est la meilleure solution dans ce cas-là? On a vu que ça donnait plus ou moins les mêmes résultats. Après, je pense la plus pratique, la plus simple à mettre en place dans CI Engineer et qui sera valable dans tous les cas, c'est la bande de lissage. Mais toujours, comme je disais, en faisant attention à bien définir la largeur de la bande et faire attention à ce que le maillage soit adéquat pour ne pas obtenir un seul élément de maillage à l'intérieur de la bande de lissage. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Donc je suis là encore pendant quelques minutes. Je vais répondre à vos questions dans le chat. Et puis merci pour votre attention.